Bonjour à tous, on espère que vous passez un bon vendredi après-midi et on vous souhaite la bienvenue au webinaire du jour. Donc, test d'intrusion, n'attendez pas qu'un pirate informatique teste vos limites à votre place. Donc, sans surprise, on va parler du test d'intrusion car c'est un bon moyen de savoir si votre système informatique tiendra le coup en cas d'attaque. Donc, à l'agenda aujourd'hui, qu'est-ce qu'un test d'intrusion? Donc, en premier lieu, on va vous présenter ce qu'est un test d'intrusion avec les différents types de tests possibles. Nous verrons aussi à qui ça s'adresse et pourquoi en faire, et aussi à quel moment. Et ensuite, on va en profiter pour vous présenter les grandes étapes que comporte un test d'intrusion. Et pour finir, comme d'habitude, on se gardera un petit moment à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, avec nous aujourd'hui, notre expert en cybersécurité, Bernard Després, qui est associé, directeur pratique et audit chez MS Solutions. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc, je suis désolée, j'ai un petit enjeu avec mes écrans. Hop. Donc, en début de ce webinaire avec une belle statistique comme on les aime pour avoir un regard sur ce qui se passe au Canada. Donc, parmi les organisations canadiennes, 45% ont déjà effectué un test d'intrusion en 2020 pour prévenir des cyberattaques. Ce que ça veut dire, c'est que près de la moitié des organisations ont déjà testé leur robustesse face aux cyberattaques au moins une fois, mais que l'autre moitié n'a pas encore franchi le pas. Donc, je vous laisse maintenant en compagnie de Bernard pour la suite et je suis certaine qu'il va vous apprendre beaucoup de choses sur le test d'intrusion. Merci beaucoup, Cheyenne. Bonjour à tous, très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, tel que mentionné, on va regarder ensemble quelles sont les particularités des tests d'intrusion. Ce webinaire-ci s'adresse bien sûr à un peu à tous les gens, mais c'est surtout pour vulgariser qu'est-ce que le test d'intrusion, pour comprendre un peu c'est quoi cet exercice-là, quelle est son utilité et tout. Assurément, si vous avez des questions plus spécifiques sur la façon de réaliser des tests d'intrusion ou la façon qu'elles sont menées, quel genre d'exercice qu'on fait, vous pourriez communiquer avec nous directement, mais allons-y avec la présentation. Donc, qu'est-ce qu'un test d'intrusion? Il y a différentes appellations. Vous allez souvent entendre pen test ou un penetration testing. Essentiellement, c'est un exercice qui vise à déterminer si et surtout comment un acteur malveillant pourrait réussir à avoir accès à des actifs informationnels d'une entreprise pour les compromettre. Donc, en d'autres mots, venir affecter soit l'intégrité, soit l'intégralité ou la confidentialité de ces systèmes-là. OK? Petit point qu'on va tout de suite éclaircir, c'est qu'il y a une bonne nuance entre un audit de cybersécurité, une analyse de vulnérabilité et un test d'intrusion. Donc, sans plus tarder, l'analyse de vulnérabilité, question de bien distinguer chacun de ces trois items-là qui parfois, on le remarque, sème un peu de confusion dans l'esprit des gens. L'analyse de vulnérabilité, pour sa part, qu'est-ce qu'elle fait? C'est habituellement des outils spécialisés qui sont exécutés sur des adresses IP ou à l'intérieur d'un réseau ou sur un périmètre de sécurité pour vérifier s'il y a présence de vulnérabilité. Donc, l'outil spécialisé va faire des balayages de parts, les parts PORTS, bien sûr, faire des balayages de parts, va aller vérifier s'il y a des services qui sont actifs et si oui, qu'est-ce que ces services-là révèlent sur soit leur version, leur configuration ou leur niveau de sécurité. Avec ces informations-là et en se référant à des banques de données de vulnérabilité connues, l'analyse de vulnérabilité va mettre en lumière des risques ou des possibilités d'être compromis. Donc, des premières étapes pour un pirate informatique pour dire « Ah, je vais commencer à tenter mon exercice de ce côté-là ». Pour sa part, l'audit de cybersécurité, lui, il a une approche un petit peu plus globale. Il va inclure une analyse de vulnérabilité. Par contre, il va aussi s'enquérir de beaucoup d'informations relatives à un environnement informatique. De quelle façon l'environnement est-il gouverné? Comment est-ce que l'organisation encadre la cybersécurité? Y a-t-il des politiques, des directives? Comment est la sécurité des actifs publics, du périmètre de sécurité, la sécurité physique, la sécurité du réseau interne? C'est quoi la résilience ou plutôt les capacités opérationnelles de l'environnement pour permettre à des gestionnaires d'avoir leur juste sur leur parc informatique, d'avoir s'ils sont en bonne posture ou pas. Et ce n'est pas juste
est-ce qu'on peut se faire attaquer ou pas? Est-ce qu'on est en bonne posture et si on fait des choses de la bonne façon? Ça, c'est l'audit de cybersécurité. Le test d'intrusion, pour lui, son travail, c'est vraiment de déterminer est-ce qu'une personne mal intentionnée, que je vais souvent appeler un acteur malveillant, peut venir compromettre ma sécurité. Alors là, on cible des actifs, soit le réseau externe, soit le réseau interne. On verra d'autres exemples dans la diapositive suivante. Mais on va cibler des actifs sensibles pour une organisation et on va les mettre à l'épreuve d'un pen testeur, donc d'un spécialiste en cybersécurité, pour vérifier si ces actifs-là ont des possibilités d'être compromises avec les types d'attaques quand même assez fréquents qu'on peut voir. Les types de tests d'intrusion que vous allez voir, on en rapporte ici quelques-uns juste à des fins de référence pour les identifier et qu'on sache de quoi on parle. Un test d'intrusion sur un réseau externe. Donc, une entreprise veut savoir est-ce que mon périmètre de sécurité, mes pare-feux ou mes routeurs sont suffisamment sécuritaires? Est-ce que les services que je publie sur Internet sont exposés à être attaqués ou pas? On peut aussi faire des analyses sur le réseau interne. Alors là, plutôt que d'être situé à l'extérieur du parc informatique pour vérifier s'il y a une possibilité de compromettre des actifs qui seraient derrière un pare-feu dans le réseau, on est déjà à l'intérieur du parc informatique lors d'un test d'intrusion de réseau interne. Ici, on veut voir est-ce que les méthodes de communication sont sécuritaires entre les équipements? Est-ce qu'il y a une possibilité ou un risque de faire des mouvements latéraux pour vulgariser ça très rapidement, c'est une façon de se promener d'un système à un autre jusqu'à arriver à ensuite de se faire un mouvement vertical, c'est-à-dire prendre le contrôle d'un parc informatique. Ça, c'est plus ce qu'on va chercher dans un test d'intrusion de réseau interne. C'est pour simuler, par exemple, le pirate informatique qui aurait réussi à compromettre un poste de travail et qui, de l'externe, parviendrait à agir de façon malicieuse pour accroître son emprise sur le réseau. Il peut aussi y avoir des tests d'intrusion sur un site web ou sur une application web. Là, on veut voir si le service qui est hébergé à un endroit, qui sert soit à desservir une clientèle ou des employés à l'interne, donc classique intranet, extranet ou c'est transactionnel, peut être sujet à des attaques, des services SaaS, des installations qui sont dans le cloud et autres sont aussi des exemples de tests d'intrusion. Il peut aussi y avoir des tests d'intrusion physique de réseaux sans fil ou autres, qui ne sont pas mentionnés ici, mais sachez que ça existe aussi. Au-delà des différents types de tests d'intrusion qui peuvent être réalisés, il y a aussi différentes approches. Bon, en français, vous ne verrez peut-être pas souvent ces termes-là en français. Là. Normalement, vous allez voir black box, gray box, puis white box. Ce sont des tests qui sont réalisés avec une quantité différente d'informations. C'est pour simuler des types d'attaques différents. Dans une formule boîte noire, dans une approche qui est les boîtes noires, on veut vraiment simuler comment est-ce qu'un pirate informatique qui ne nous connaît absolument pas est capable de trouver tous les actifs qu'on détient sur Internet ou sur un réseau quelconque, et de quelle façon on est capable, lui serait capable, sans qu'on lui fournisse de l'information, réussir à compromettre notre sécurité. Ça, c'est très utile pour simuler exactement une attaque qui viendrait d'un acteur malveillant externe. Cependant, lorsqu'on vous donne à contrat un mandat black box, donc la boîte noire, puisqu'il y a une phase qui est plus lourde pour l'exploration puis tenter de chercher quels sont tous les actifs potentiellement détenus par une organisation, eh bien, inévitablement, ça va avoir un effet sur la facture, étant donné qu'il y a plus d'efforts qui sont à fournir. La boîte grise, je vais passer tout de suite à la boîte blanche. À l'inverse, la boîte blanche, contrairement à la boîte noire, tous les actifs sensibles qu'on veut tester sont clairement énoncés dans la portée de la mission de test d'intrusion. De cette façon-là, à la fois l'entreprise qui donne le mandat et l'équipe de testeurs va savoir exactement quels sont les actifs sur lesquels les efforts doivent être faits. Puis, ils ne risquent pas, comme c'est le cas peut-être dans une boîte noire, d'avoir des actifs qui ne seront pas trouvés, donc qui ne seront pas testés. La boîte grise, vous aurez compris que c'est un hybride entre les deux. C'est une portion d'information qui est fournie, portion qui, elle, va soit être, qui va varier, soit une portion qui permet de donner certaines infos, telles que voici une portion de nos actifs, le reste, essayer de les trouver,
ou voici toutes nos adresses IP qu'on utilise, à vous de voir c'est quoi les services qu'il y a dessus, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un bon hybride entre les deux. Habituellement, ce qu'on voit plus, par contre, par souci de coût et par souci d'efficacité, c'est très souvent des tests d'intrusion du type boîte blanche, donc des white box, que nous avons à réaliser. Pour qui, pourquoi et pour quand? Le pour qui, c'est simple. Toute organisation qui souhaite évaluer ses actifs informatiques. Alors ça, assurément, un pentest, ça s'adresse à tous. Vous pouvez très bien vous dire, on n'est pas la NASA, ça c'est le classique qu'on entend. Par contre, le pirate informatique, il se contrefiche de savoir si vous êtes la NASA ou pas. Lui, il y a des processus automatisés qui cherchent à déceler quelques potentielles vulnérabilités que ce soit, et dès qu'il en perçoit une, par ces analyses automatisées qui ne sont pas très sélectives sur le type d'entreprise, dès qu'ils en trouvent une, ils peuvent chercher à l'exploiter. Pourquoi? Ben, le quoi est quand même très simple à répondre. Quoi dans le sens, qu'est-ce qu'on teste? Il faut tester tous les actifs informationnels qu'on juge sensibles pour l'organisation. Qu'est-ce que sensible? Sensible pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, sensible pour continuer à offrir des bons services aux clients, sensible pour la nature de l'information qu'ils contiennent. Alors ça, tout actif informationnel jugé sensible devrait être visé dans le test d'intrusion pour en confirmer la sécurité. Pour ce qui est du quand, là, c'est très variable. La fréquence peut être déterminée par un contexte réglementaire qui est imposé, une exigence normative, ou ça peut tout simplement être fait par prévention. Prenons par exemple une entreprise qui décide de mettre en ligne un nouveau service pour sa clientèle. C'est judicieux de commencer avant même de faire la mise en ligne pour la clientèle, dans les étapes de mise en place de ce service-là, avant de faire une bonne mise en production, d'exposer ce nouveau service-là à un test d'intrusion, assurant que le jour 1 qu'il sera mis en ligne, eh bien, il y aura déjà eu un regard critique qui va être passé dessus, confirmer que le service ou le système ou le parc informatique aura déjà été bien testé. Ça ne va pas amener le risque à zéro, mais ça va permettre d'éviter certains oups et surtout avoir l'odieux de se retrouver avec un nouveau service qui est mis en ligne et qui finalement est déjà compromis par des acteurs malveillants. Donc, le principe, si on devait le résumer, un test d'intrusion, c'est qu'on demande à un professionnel en cybersécurité de se mettre dans la peau d'un attaquant et en lui indiquant ce que l'on veut, à une fréquence que l'on veut, il va venir vérifier si les systèmes qu'on a identifiés comme étant des systèmes sensibles ont des vulnérabilités qui peuvent être exploitées. De cette façon-là, une fois que les exercices sont terminés, eh bien, le testeur va pouvoir remettre au propriétaire du système ou à son mandataire, va pouvoir permettre de lui remettre un rapport exhaustif, on le verra tout à l'heure, qui va aider ce gestionnaire-là à appliquer des mesures de remédiation pour améliorer la sécurité de son environnement. Bon, il y a différentes approches. Ici, on vous montre un peu les étapes de déroulement d'un test d'intrusion. Et on le fait sous une approche un petit peu plus en 4 phases. C'est très simplifié. Les personnes bien connaisseurs en test d'intrusion pourront vous dire que la reconnaissance, la cartographie, la découverte, l'exploitation, le maintien des accès, la discrétion puis le retrait sont tous des accès ou sont tous des phases qui sont importantes, mais pour les fins de notre présentation aujourd'hui, pour démystifier un petit peu qu'est-ce que le test d'intrusion, on s'en limite à 4 phases. Commençons avec la reconnaissance. La reconnaissance ici, selon la nature selon l'approche qui a été préconisée, black box, gray box ou white box, boîte noire, boîte grise ou boîte blanche, il y a une phase de reconnaissance qui va être faite. La reconnaissance vise à trouver sur Internet des informations de nature publique qui concernent l'organisation qui a donné le mandat. Et on va essayer ici de trouver, est-ce qu'il y a des informations qui pourraient être utiles? Ça peut être d'aller chercher des informations sur le dark web. Ça peut être de voir vers quelles adresses IP les services publiés DNS peuvent donner des accès ou des indices sur certains actifs. Ça peut être de vérifier certaines technologies utilisées.
Ça peut même être d'aller sur une offre d'emploi pour déterminer c'est quoi les technologies qui sont utilisées dans une entreprise. C'est très simple. Très souvent, on va voir des offres d'emploi qui disent venez, on a besoin d'un spécialiste qui va être certifié en Juniper parce que nos pare-feux, ce sont des Juniper, par exemple. Eh bien, on vient de déjà découvrir qu'il s'agit de pare-feux qui sont Juniper ou si ce n'est pas ça, ça va assurément faire partie de nos analyses. Donc, la phase de reconnaissance vise vraiment à obtenir de l'information sans même qu'elle nous soit partagée de la part de celui qui nous a donné le mandat. OK? Il y a un petit terme pour ça, c'est OSINT, donc Open Source Intelligence. C'est une façon d'aller fouiller l'information un petit peu partout sur Internet, ainsi que de s'enquérir de plusieurs sources de données qui sont parfois moins clean, donc comme le Dark Web et autres. La cartographie. Pour être capable de faire un bon travail de test d'intrusion, il est important de comprendre un peu c'est quoi la dynamique entre les systèmes et entre les actifs. Si on a si un parc informatique est constitué de plusieurs différents sites, mais de voir de quelle façon les communications sont entre eux, de visualiser une cartographie, quel service est publié via tel siège social versus quel autre service dans tel bureau satellite, et ainsi de suite, vont permettre de se faire une idée de comment est-ce que les systèmes interagissent entre eux, comment est-ce que les sites interagissent entre eux, de voir quelles sont les potentielles communications qui circulent entre les systèmes. Et ça peut toutes ces choses-là peuvent devenir des éléments qui vont aider à la réalisation d'un test d'intrusion. Ça, bien sûr, reconnaissance, cartographie, ce sont des actions qui sont faites par l'équipe de test d'intrusion pour s'assurer de vraiment bien comprendre et bien mettre à l'essai l'ensemble des systèmes sensibles de l'organisation. La découverte. Tout à l'heure, je vous ai dit que la portion découverte, tout à l'heure, je vous ai dit que les analyses de vulnérabilité faisaient partie des tests d'intrusion. C'est ici qu'il y a les phases plus automatisées et plus appuyées par des outils intelligents pour venir faire des analyses. Donc, à cette étape-ci, il y aura, de la part du pentester, il y aura des balayages de ports ouverts sur les adresses IP pour déterminer quels sont les services qui sont présents. Il va y avoir des analyses de vulnérabilité faites à partir d'outils qui sont des outils très efficaces, donc pour pas faire les vérifications, validations manuellement. Alors là, c'est là que les outils efficaces sont mis à contribution. Ensuite de ça, il peut même y avoir des phases de capture de paquets dans certains types de mandats pour déterminer c'est quoi les protocoles qui sont utilisés, est-ce que c'est chiffré, pas chiffré et autres. Puis bien sûr, balayage de port, analyse de vulnérabilité, capture de paquets, tout ça vise à déterminer quels sont les services qui sont en place, quelles sont leurs versions, et ultimement, essayer de découvrir quelles sont les surfaces d'attaque qui pourraient être utilisées par un acteur malveillant, mais pour nous, comme équipe de tests d'intrusion, déterminer quels seraient des potentiels tests à réaliser pour vérifier s'il y a des brèches à colmater ou pas. La dernière phase, dans le modèle simplifié de 4 phases qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'exploitation. C'est bien beau d'avoir décelé qu'il y avait potentiellement des fuites sur le Dark Web, qu'il y avait une certaine dynamique d'interaction entre tel site physique et tel autre site physique d'une entreprise ou tel serveur et tel service, peu importe, ou même d'avoir fait une découverte que certaines vulnérabilités sont disponibles. En plus de tous ces exercices-là, il faut exploiter les vulnérabilités. Il faut vérifier est-ce que les recherches et les découvertes que j'ai faites peuvent être utilisées pour réussir à forger une attaque. Alors, c'est ici que le résultat des phases antérieures va être mis à contribution pour tenter de pousser plus loin les accès. Si on n'avait pas d'accès qui était un accès dans le réseau, de voir si on ne peut pas en obtenir un, voir si l'accès qu'on a eu était un accès utilisateur simple, parce qu'on est capable d'élever nos privilèges d'utilisateur simple vers un utilisateur plus administrateur et en venir qu'à compromettre la sécurité d'un parc informatique. Donc, c'est ici, dans la portion exploitation, qu'on distingue de façon très significative l'analyse de vulnérabilité avec le test d'intrusion.
parce que c'est ici qu'on va venir confirmer il y avait telle vulnérabilité et oui, on était capable ou non de l'exploiter. Et c'est toutes les découvertes exploitables qui auront été faites qui seront rapportées dans le rapport final et que ce rapport-là va être remis aux personnes en autorité afin d'être capable de bien prendre des décisions éclairées pour la remédiation et tout. Là, il y a beaucoup de théories ou plutôt beaucoup de concepts. Dans les faits, à quoi ça peut ressembler? Dans les faits, à l'intérieur d'un parc informatique, ça, ce sont des exemples concrets qu'on a réalisés ou qu'on a eu récemment. Un exemple concret, un périphérique de stockage qui était présent dans un parc informatique pour lequel il y avait peu, voire pas de sécurité. On est en mesure de déceler que cette unité de stockage-là, on pouvait s'y connecter. Donc, sans usager le mot de passe, on était capable de s'y connecter. On était capable d'aller consulter le contenu de cette unité de stockage-là pour y découvrir qu'il y avait des codes sources d'un logiciel, d'un ERP, un logiciel de gestion d'entreprise, et faire en sorte que on était même capable de trouver dans le code source de ce ERP-là la façon dont les mots de passe sont constitués. Résultat, si nous étions mal intentionnés, on aurait été en mesure d'identifier ou de faire des essais plus ciblés pour rentrer dans le ERP et, si on avait été malveillant, venir consulter l'information qu'il contient. La recommandation, améliorer la sécurité du périphérique de stockage pour éviter qu'une telle chose soit faite et optimiser pour améliorer les critères de configuration des mots de passe à l'intérieur du ERP. Deuxième exemple, protocole de chiffrement qui est fait. Dans une mission, analyse de paquets, capture d'informations permettent de déceler ce qu'on appelle un hash. Un hash étant un mot de passe qui a été chiffré ou une information qui a été chiffrée. Puisque c'était un hash d'une génération un petit peu plus vieille, on est en mesure de déchiffrer ce hash-là et de se promener de façon latérale, de se promener d'un poste à l'autre jusqu'à trouver sur un poste un compte administrateur qui, lui, avait été utilisé pour se connecter sur le poste. À partir de là, en déchiffrant le mot de passe de ce compte administrateur-là, qui n'avait pas été changé, on était capable de monter à la verticale. Donc, être capable de faire une élévation de privilège. Recommandation, au-delà de changer le mot de passe du compte administrateur, des meilleures hygiènes sur la façon dont les comptes administrateurs sont utilisés et surtout mettre à niveau le protocole de chiffrement pour la sécurité afin que ces informations-là ne puissent pas être déchiffrées comme nous, on a été en mesure de le faire. Exploitation de services sans trop m'étendre. Encore une fois, il y a certains protocoles qui sont utilisés qui n'offrent pas une grande sécurité. Alors, ces protocoles-là, lorsqu'on est en mesure de faire la démonstration et voir de quelle façon on peut en venir qu'à compromettre certaines sécurités, eh bien, on le met en lumière, ce qui permet à l'organisation de rehausser, soit de changer de protocole, délaisser des protocoles peu sécuritaires au profit de protocoles plus sécuritaires, et ainsi de suite. Un exemple très concret, si vous êtes ici, c'est que vous avez des craintes sur la cybersécurité de votre organisation. Un exemple qui a été vécu puis qui a été bien apprécié par certains de nos clients, c'est la découverte de serveurs qui sont publiés sur Internet et qui sont désuets, soit un vieux système d'exploitation, soit un système d'exploitation avec certains services qui ne sont pas adéquatement mis à jour. Résultat, ça fait en sorte que les correctifs logiciels du manufacturier, dans le cas présent Microsoft, n'ayant pas été installés sur ce serveur-là ou ces serveurs-là, fait en sorte que la machine, parce qu'elle a un pied sur Internet, elle est exploitable et elle est vulnérable. Alors, d'avoir découvert ça à l'avance, ça a évité à l'entreprise de se retrouver avec un serveur compromis, serveur qui aurait pu être un vecteur d'attaque pour finir par du chiffrement dans le parc informatique, c'est-à-dire le déploiement d'un crypto. Et vous le savez tous, si vous gérez une entreprise, un crypto, ça fait partie de vos cauchemars. Vous ne voulez pas avoir ce genre de méfaits-là dans votre parc informatique. Ça peut vous paralyser et vous souhaitez avoir d'excellentes sauvegardes et ou un bon disaster recovery plan pour faire face à ça. Donc, recommandation, retrait immédiat du serveur, révision des services, révision des systèmes d'exploitation en place et ainsi de suite. Ça, c'est juste quelques exemples de mandats.
On fait quand même beaucoup de mandats de tests d'intrusion annuellement, donc ça, ce n'est qu'un bref échantillonnage. Puis, c'était surtout pour vous mettre en lumière des exemples concrets qui peuvent vous concerner de près ou de loin. Une fois que le test d'intrusion a été fait, qu'est-ce que l'on fait avec ça? Le test d'intrusion, pour sa part, une fois qu'il aurait été fait et complété, ce qu'on va faire, bien sûr, il y a un rapport qui est livré. La première étape de 3, c'est ça, c'est la production du rapport. Donc, chaque test d'intrusion va détailler les items suivants. Un sommaire exécutif qui va identifier les points critiques. On est bien conscient que le personnel en gestion n'est pas très intéressé à lire un 40-50 pages d'informations techniques, d'où la présence du sommaire exécutif, que ce soit direct au but comme information. Ensuite de ça, pour les personnes plus techniques, il y a une énumération très détaillée des vulnérabilités qui sont découvertes avec leur criticité respective. La criticité, soit dit en passant, va être également influencée par la complexité de l'attaque pour exploiter une vulnérabilité, ainsi que le genre d'accès qui est requis. Bien sûr, si c'est un accès qui requiert un nom d'usager et un mot de passe avec des privilèges pour compromettre un actif, eh bien, c'est plus difficile, c'est donc considéré moins risqué un petit peu. Par contre, une vulnérabilité qui pourrait être exploitée directement sur Internet sans compétences spécifiques, alors ça, c'est un très haut niveau critique. Alors, il faut faire attention à ça. La criticité permet de bien prioriser les efforts de remédiation qu'on verra dans les étapes 2 et 3. Finalement, au-delà de l'énumération des vulnérabilités et leur criticité, mais il y a du détail technique sur les tests qui ont été réalisés pour soit permettre à des intervenants techniques internes de répéter ces tests-là, s'ils le désirent, ou soit, surtout pour nous, c'est pour faire la démonstration de l'exhaustivité des travaux et du sérieux dans la démarche. Et finalement, bien sûr, pour chacune des vulnérabilités qui a pu être exploitée, des recommandations techniques pour être sûr que vous ayez ou que les entreprises aient en main le nécessaire pour appliquer des correctifs et ne pas juste être mis devant le fait accompli, vous avez un problème, et puis après ça, ne pas avoir une piste de solution pour corriger ça. Étape 2 de 3, une fois que le rapport est produit, ça paraît bénin, mais c'est très important. Il faut prendre le temps de l'analyser. Donc, vous qui êtes les clients, qui recevez ces informations-là, vous devez prendre connaissance du rapport. Vous devez comprendre les recommandations qui sont indiquées par l'expert en cybersécurité. Vous devez mettre en marche les activités de remédiation des vulnérabilités. C'est bien beau de se faire dire qu'on a ça. Le travail ne fait que commencer de votre côté parce que maintenant que vous savez là où vous avez des vulnérabilités, il faut mettre en action les actions. Il faut mettre en mouvement les actions pour les corriger. Puis, une fois que les efforts de remédiation sont théoriquement complétés, il faut confirmer qu'ils sont bel et bien sécuritaires. Ça peut soit être l'objet d'un deuxième exercice de la part des pentesters pour revenir confirmer que tout est réglé. Ça, si telle est une intention, il faut le mentionner avant la mission parce qu'il faut faire partie des étapes et des efforts à évaluer. Sinon, si vous avez du personnel technique, eh bien, avec l'exhaustivité du rapport, il est parfois possible de répéter les exercices à condition d'avoir les mêmes outils que nous, on a utilisés pour la réalisation des tests. Finalement, étape 3 de 3, le propriétaire doit maintenant planifier la suite des activités de prévention. Un test d'intrusion, c'est très bien, mais, je vais exagérer un petit peu, là, mais dès le lendemain matin, une fois que le test a été réalisé, il peut s'introduire de nouveaux risques. On a fort possiblement adressé plusieurs risques existants. Par contre, il peut y en arriver de nouveaux. C'est pour ça qu'il est sage de réaliser à fréquence variable, mais la suggestion, c'est aux 3 mois, de réaliser une analyse de vulnérabilité. C'est-à-dire un exercice rapide qui permet de faire un balayage, voir s'il y a de nouveaux services qui sont ouverts, de nouvelles vulnérabilités qui ont été découvertes pour tel ou tel service qui, au moment du pentest, n'avait pas de vulnérabilité, mais qui ont été découvertes au fil du temps. Ça permet aussi de mettre en lumière des fois, il y a tel correctif logiciel qui n'a pas été installé, c'est donc important de le faire. Alors, l'analyse de vulnérabilité est moins exhaustive, moins coûteuse, mais elle permet quand même de mettre en lumière certaines choses.
Il n'y aura pas la phase de vérification que les vulnérabilités sont exploitables, mais au moins, ça va pouvoir peut-être mettre en lumière certains risques auxquels les entreprises sont exposées. Puis finalement, toujours sage, on parlait tout à l'heure du quand pour la réalisation des tests d'intrusion. Bien, il est sage de faire un test d'intrusion une fois par an. On le voit de plus en plus. Les entreprises qui souscrivent à des assurances de cybersécurité se font demander c'est quand la dernière fois que vous avez fait réaliser un test d'intrusion? Est-ce que c'était à l'intérieur des 12 derniers mois? C'est pour ça. C'est pour vérifier que les actifs que eux protègent via leur assurance ont été adéquatement vérifiés pour ne pas avoir des vulnérabilités très exploitables et très bêtes. Donc, une fois là. J'ajouterais à cette fréquence-là que à partir du moment où on met en ligne un nouveau service ou un nouveau serveur ou un nouveau site étant soit un site web ou site étant une nouvelle place d'affaires, il peut être judicieux de réaliser un test quand même sur ce dernier, juste parce que de par le fait qu'on a eu un changement technologique, ça peut introduire un problème. Ça peut introduire des risques ou des vulnérabilités, d'où la pertinence de les tester avant leur mise en service. D'accord? C'est ce qui fait essentiellement le tour de la présentation. Cheyenne, pourrais-tu me dire si on a eu des questions en cours de route? Oui, tu as suscité les passions. Bernard, on a beaucoup de questions pour toi. Parfait. La première question, ça serait quel est le coût pour un test d'intrusion? OK, c'est une très bonne question. Mais c'est un peu si on me demandait qu'est-ce que ça me coûterait pour rénover ma maison. C'est très variable, dépendamment du nombre d'actifs, dépendamment de l'approche, black box, white box, gray box. Bon, si on devait mettre des chiffres pour donner une idée rapide aux auditeurs, je dirais un test très simple pourrait avoisiner les 2-3 000 4 000 alors qu'un environnement réseau interne très exhaustif avec plusieurs segments, plusieurs équipements sensibles et autres pourrait aller chiffrer jusque dans les 10, 15, 20 000 là. Alors, malheureusement, j'ai de la difficulté à donner un chiffre précis, là, mais c'est une fois que vous avez une idée de vos actifs, de communiquer avec un directeur de compte ici pour ça. Il y aura une évaluation, puis ça va pouvoir être remis. Super, merci Bernard pour cette réponse. On a Marie-Soleil qui nous demande si on aurait des disponibilités d'ici juin pour réaliser des tests par rapport aux exigences qui sont en vigueur. Oui, les équipes, je dis oui. Oui, par défaut, oui. C'est certain que si on parle d'énormes missions, il faut juste les placer correctement dans le calendrier. Le mois de juin, ça peut arriver assez vite. Mais actuellement, on a de belles disponibilités encore pour réaliser de tels travaux, là, si l'échéancier était juin ou autre. Tout à fait. OK. On a une autre question de David qui nous demande quels sont les risques de ne pas faire de test d'intrusion. C'est le risque d'être sous une fausse impression qu'on est parfaitement sécuritaire. Le risque de penser qu'on n'est pas la NASA, le risque de penser qu'on ne sera pas attrayant aux yeux des pirates informatiques. Les gens qui nous disent parfois, nous, on n'a rien d'intéressant dans notre parc informatique, fermez boutique parce que si vous n'avez pas une plus-value, vous n'avez pas de raison d'être. C'est sûr que chaque entreprise a quelque chose à protéger, ne serait-ce que ses opérations régulières. Ça peut ne pas être des secrets industriels de grande valeur, mais vous opérez, donc vous avez besoin d'être en opération. Alors, toute personne en a besoin. Alors, puis le risque, c'est de voir ses activités compromises, de voir sa confidentialité compromise, de voir les renseignements personnels qu'on détient compromis, de devoir avoir l'odieux de dire à notre clientèle qu'on n'a pas été bienveillant, pas été vigilant et que par notre faute, il y a malheureusement des informations qui les concernent qui ont été compromises. C'est ça le risque. Merci. On a une autre question. On nous demande si on pourrait assurer à 100% un réseau en faisant un test d'intrusion. En tout cas, si quelqu'un peut le dire, l'affirmer, je vous laisse imaginer la confiance qu'il peut avoir en lui. Moi, personnellement, jamais je ne vais dire que la sécurité d'un réseau va être à 100% assurée grâce à un test d'intrusion. Comme je l'ai mentionné,
une fois le test réalisé, le lendemain matin, il peut arriver d'une nouvelle vulnérabilité. C'est pas parce que le travail n'a pas été bien fait. Ça peut être juste parce qu'il y a une nouvelle faille de sécurité qui a été découverte et qui a été rendue publique, donc qui peut être exploitée par les pirates. Alors, moi, pour ma part, vous ne m'entendrez pas dire qu'on peut amener la sécurité à 100% dans un parc informatique. Le risque zéro n'existe pas. Merci Bernard pour ta transparence. On va y aller pour une dernière question. Oui. Malgré les attaques, quelles sont les attaques les plus difficiles à contrôler? Les attaques les plus difficiles à contrôler. OK. En espérant que je réponde bien à cette question-là, les attaques les plus difficiles à contrôler sont celles qui parviennent d'exploiter le maillon le plus faible d'un environnement informatique, c'est-à-dire l'humain. Ceux-là sont très difficiles à prévoir puis à éviter. C'est beaucoup pour ça qu'il y a une telle importance qu'on met, entre autres chez la solution, à la sensibilisation et à la formation du personnel, incluant des campagnes d'hameçonnage et autres. Alors, assurément, moi, je serais tenté de dire les plus difficiles à protéger les exploitations ou les risques, c'est ceux qui parviennent à utiliser l'humain et ses faiblesses, malheureusement, dans l'attaque. Une fois que l'humain s'est fait prendre, on peut se retrouver avec un loup dans la bergerie, c'est-à-dire un poste qui a été compromis, un poste qui est exploitable de l'externe. Ça, c'est plus difficile, en effet. Je ne sais pas si que ça répondait bien à la question ou pas, là, mais c'est le sens que j'ai interprété de la question qui a été posée. Je l'avais compris comme ça aussi. Parfait. Bon, comme je l'ai annoncé, c'était la dernière question. Donc, merci Bernard d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions de nos auditeurs. Et puis, si toutefois vous avez toujours des interrogations, n'hésitez pas à nous les faire parvenir directement via l'onglet Contact de notre site web, par exemple. Ça va nous faire plaisir de répondre. Tu voulais ajouter quelque chose, Bernard? Non, sinon que ça me faisait plaisir d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Super. En attendant, on vous remercie tous les deux là, pour avoir suivi notre webinaire. Et puis, on espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui et on vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci à tous. Merci, au revoir.